Le plus grand problème, c'est la solitude des personnes âgées. Cette solitude-là, on a essayé beaucoup de faire en sorte qu'on va mettre tous les vieux ensemble, puis ils vont s'amuser ensemble, comme dans des garderies. Je suis pas pour ça. Dans notre quotidien puis dans le travail de tous les jours, c'est omniprésent. C'est quasiment tous les rendez-vous. Si c'est pas 80% des rendez-vous, les patients se présentent avec leur proche aidant. Donc, ils font partie intégrante des plans de traitement puis de ce qu'on va offrir à nos patients. Ici Marina Orsini. Cette semaine, on vous dévoile le tout dernier épisode du balado des proches aidants, des histoires qui résonnent. Oui, c'est déjà la fin de cette belle deuxième saison et ça a été un réel plaisir de l'animer. Alors, comme vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, nous avons décidé de vous offrir notre dernier épisode en 2 volets. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous livre cette deuxième et dernière partie en bonne compagnie de la grande visite, la seule et unique Jeannette Bertrand et le docteur Raja Atem. Alors, joignez-vous à nous pour ce dernier épisode, ces dernières histoires, avant de se retrouver, je l'espère, l'an prochain. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir le docteur Raja Atem, qui est cardiologue d'intervention, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans un autre contexte. On ne rentrera pas dans les détails, mais on a aussi, à travers ça... Bonjour, docteur Raja, comment ça va? Salut Marina, je suis très content d'être ici. Oui, moi je suis vraiment très contente de t'avoir avec nous, puis on va se tutoyer parce qu'on se connaît maintenant. Mais on a eu la chance, Raja, toi et moi, de parler du système de santé. Puis tu sais, toi, tu es en cardiologie, là, fait que c'est très vivant. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. Tu es un médecin qui est très proche de ses patients. Et on a parlé de la proche aidance. Et là, je t'ai dit, je faisais un balado sur la proche aidance, puis tu me dis, ah mon Dieu, Marina, c'est le système de santé du futur. Ça a été ça, toi, spontanément. Tu crois à ça? Tout à fait. Quel sujet intéressant que souvent, dans les écoles de médecine, puis même dans le domaine, je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que dans notre quotidien puis dans le travail de tous les jours, c'est omniprésent. C'est quasiment tous les rendez-vous. Si ce n'est pas 80% des rendez-vous, les patients se présentent avec leur proche aidant. Donc, ils font partie intégrante des plans de traitement puis de ce qu'on va offrir à nos patients. Oui, exactement. Puis toi, tu dis, oui, c'est pas juste la personne qui vient vous reconduire. Là. Moi, je veux qu'il rentre dans le bureau. Je veux que cette personne-là, que ce soit votre fils, votre sœur, votre conjoint, votre conjointe, soit là pour comprendre. Parce qu'on prône de plus en plus, tu le disais, dans les écoles, traiter, soigner les gens, ça se fait en équipe. Tout à fait. Puis ce qui est toujours drôle comme moment cocasse, c'est quand on appelle le patient dans la salle d'attente puis qui est avec ses proches, sa famille, souvent ils vont avoir une hésitation. Hey, on peut-tu rentrer? C'est-tu correct? Souvent, moi, je suis comme, avant. Oui, au contraire, je leur dis, vous devez rentrer dans le bureau. Puis on dit tout le temps, 2 têtes valent mieux qu'une. Puis ça, il n'y a pas plus vrai que ce dicton-là lorsque ça en vient à soigner des personnes âgées. Le rôle du proche aidant dans le système hospitalier, au-delà de prendre les rendez-vous, gérer les emails, gérer les suivis, etc. Ouais, c'est un job à temps plein quand quelqu'un est malade, là. Exactement. Ouais. C'est vraiment au niveau de la vulgarisation aussi, parce que nous, on rencontre la personne ou le patient, mais on ne les connaît pas tant que ça. Hein? On a des rencontres ponctuelles dans le temps avec eux, 1 fois par année, 2 fois par année, alors que leur famille, évidemment, les connaissent comme le fond de leur poche. C'est quoi leur histoire? Hein? Qui êtes-vous? Ils savent comment leur parler, comment leur expliquer. Et ils vont, eux, comprendre le message médical qu'on veut transmettre. Aussi bon qu'on soit comme vulgarisateur, il n'y a rien de mieux qu'un enfant ou un proche pour aller expliquer dans les termes de la personne malade quelles vont être les directives, quel va être le suivi, etc. Oui, puis tu as des gens, Raja, je me prends toujours en exemple, parce que moi, j'ai été proche aidante de ma mère pendant 4 ans et demi. Moi, ma mère, là, elle a vraiment été en choc pendant 4 ans et demi. Et je pense aux gens malades en général, tu sais, des grosses maladies, là, tu sais, le cœur, le cancer, tout ça. C'est des gens qui sont tellement vulnérables, sont tellement dans la peur et dans le choc, que bien souvent, ils n'entendent pas. Parce que juste d'être dans le bureau du médecin, ils veulent juste avoir des nouvelles positives. C'est pas toujours positif. Alors, ça prend quelqu'un qui va tempérer, qui va désamorcer, qui va poser des questions, C'est ça que vous prônez maintenant comme médecin. Tout à fait. Écoute, il y a une statistique, moi, qui m'avait marqué dans mon parcours en médecine. Ce que tu viens d'exposer, là, ça a été étudié. Puis en fait, les gens retiennent 10% de ce qu'on dit. Je le crois. Dans une rencontre avec le médecin. 10%. Il faut que tu choisisses ton message très bien pour que le patient s'en rappelle.
On a des petits trucs, nous, par exemple, de faire résumer le patient à la fin de l'entretien pour voir s'il a bien compris ou qu'est-ce qu'il a compris, ça peut aider. Mais quand tu as une deuxième personne qui est présente, qui est moins émotionnellement chargée que le patient lui-même, bien là, effectivement, ça vient vraiment aider la compréhension de ce qu'on veut faire. Puis, je reviens là-dessus, Raja, parce que c'était comme dans notre discussion, mais aujourd'hui, dans les écoles de médecine, ça fait partie de l'apprentissage. Oui, on voit vraiment un changement dans la mentalité de ce qu'on veut former comme futur médecin. On travaille beaucoup dans la collaboration, autant avec les autres professionnels, les pharmaciens, les physio-nutritionnistes, etc., les infirmières, bien sûr, mais aussi en partenariat avec le patient et sa famille, parce que ça fait partie du traitement d'être en partenariat pour avoir une adhésion au plan de traitement qu'on veut faire. Tu es syrien. T'es arrivé, on s'est tous raconté ça, nous autres, quand on s'est connus. T'es arrivé ici à l'âge de 5 ans. Tes parents, je les ai rencontrés, sont vieillissants. Alors oui, t'es un médecin, mais j'ai envie de parler au fils aussi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà abordé avec tes parents? Est-ce que vous avez déjà un plan de mise en place? Comment ça se passe chez les Syriens? Est-ce que vous gardez vos parents? Chaque culture est différente? Ça aussi, c'est un point qui est tellement intéressant et important. Étant moi-même d'origine syrienne, puis je suis sûr que les gens qui écoutent le balado vont pouvoir s'attacher à ce que je vais dire, mais les cultures vont être très différentes dans leur approche à la proche aidance, puis vont avoir des approches très différentes quand ça en vient à leurs parents qui vieillissent. Je donne l'exemple, par exemple, dans les pays méditerranéens, Syrie, Liban, Égypte, les pays de l'Afrique du Nord, les Italiens, les Grecs. C'est très rare qu'on ait des CHSLD ou des soins de longue durée parce que culturellement, c'est pas quelque chose qui est bien vu, c'est un peu stigmatisé socialement. Donc, les enfants, particulièrement les femmes, vont prendre beaucoup sur leurs épaules pour prendre soin des personnes âgées qui vieillissent. 60% des proches aidants, on le sait, en tout cas au Québec, c'est des femmes. Tout à fait. Puis c'est la même chose dans ces cultures-là. Les Asiatiques aussi, c'est un peu moins dans les mœurs d'aller placer les parents. Je pense pas qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre. C'est simplement d'être au fait des changements culturels. Puis quand tu approches ces sujets-là, d'avoir cette petite sensibilité de où les gens viennent pour mieux être capable de les outiller. Tout à fait. Approche. Tout à fait. Parce que si tu veux aller pousser, par exemple, le placement en CHSLD, comme exemple, à une famille d'Italiens tissés serrés, puis que tu arrives puis tu leur donnes uniquement ça comme solution, il va avoir un bris de confiance. Ils vont peut-être pas te le dire, mais c'est sûr que quand ils vont rentrer dans l'auto à la maison, c'en est pas question. Ils n'aimeront pas ta mentalité. Ils n'aimeront pas ça. Non, c'est une mentalité. Là. Lui, il prône ça. Non, on veut pas le revoir. Lui, c'est pas ça qu'on veut. Il y a ça là-dedans. Exact. Hein? Puis je pense qu'il faut qu'on se donne les outils au Québec d'être capable de naviguer autour de ça parce qu'on est des sociétés de plus en plus cosmopolites. Ouais. Puis il faut avoir cette sensibilité-là puis comprendre qu'un modèle marche bien pour certains puis un autre pour d'autres. Quand tu regardes le Québec, bon, c'est multi-ethnique, il y a beaucoup de... Si on parle des Québécois, c'est quoi leur lien à la proche aidance? On peut avoir, puis je me permets de le dire, parce que ça sert à ça, notre balado aussi. Ouais. Je pense que les Québécois, on a la tendance, puis on en parlait avec Jeannette Bertrand, d'essayer de convaincre nos personnes âgées et même les familles que les personnes âgées, ça se place dans une résidence ou éventuellement dans un CHSLD. Ça fait partie de notre culture qu'on a développée avec le temps. Hein? Puis de par ma jeune expérience professionnelle, je trouve que le peuple québécois, c'est des gens qui sont très fiers. Hein? L'autonomie est ultra importante chez les personnes âgées québécoises, là, qu'on va dire typiques. Là. C'est des gens qui ne veulent pas être un fardeau pour leur famille. Puis, eux, au contraire, si on peut les mettre dans une ressource qui est adaptée, qui va fournir service, puis où ils vont sentir qu'ils ne deviendront pas un fardeau pour leurs enfants, ils veulent aller vers cette direction-là. Ah, je trouve ça intéressant que tu dises ça comme ça. Non, on ne veut pas, nous autres, déranger. On est comme ça, on croit à l'autonomie, on est capable d'être autonome. Exact. C'est vraiment culturel. Une question de perception. Alors, par exemple, chez les Méditerranéens, les parents ne le voient pas comme ça. Au contraire, ils veulent rester très proches de leurs enfants, ils veulent être dans des maisons intergénérationnelles, ils veulent voir leurs petits-enfants dans la même maison. C'est toute une question de perception culturelle qui est différente. Ils rêvent de vieillir pour vivre ça. C'est une autre étape de la vie. Tout à fait. Qui est naturelle. Voilà. Raja, est-ce que tu étais au courant, parce que suite au documentaire là, qui va passer, on pense, cet automne, t'ont oublié nos proches aidants, est-ce que tu savais, toi, que nos gouvernements économisent entre 4 et 10 milliards de dollars par année grâce aux proches aidants, que si le gouvernement avait à prendre à charge
tous ces gens-là qui ont besoin d'aide et d'assistance, ça coûterait entre 4 et 10 milliards. Est-ce que tu savais ça? Écoute, je ne savais pas le chiffre, mais je peux tout à fait concevoir que ce niveau de dépenses, parce que déjà, si on prend un exemple bien simple, vous avez un proche qui est hospitalisé, peut-être avec une barrière linguistique ou peut-être avec des troubles cognitifs. On parle souvent qu'il y a des manques d'infirmières, manques de préposés. Bien, un des nerfs de la guerre de ce manque-là, c'est justement lors des hospitalisations, il n'y a rien de mieux que d'avoir un proche aidant qui est présent avec la personne. Ouais. Puis souvent, les familles veulent être là, ils veulent être dans la chambre, ils veulent aider à prendre le bain, aider à manger, etc. Puis ça décharge le personnel hospitalier aussi. Puis juste si on prend ce petit exemple dans les soins aigus, ça fait toute une différence. Fait que si on grossit ça à l'échelle du maintien à domicile, etc., je ne suis pas surpris du chiffre. Quand tu penses à la proche aidance, Raja, quand tu penses au futur de la proche aidance, c'est ça, là, notre dernier épisode, c'est comment on le voit, ça, là, ce futur-là. Qu'est-ce que tu vois, toi? Si toi, là, puis je rajoute à ma question, si toi, tu étais un décideur, parce que j'imagine comme ta génération de médecins, là, c'est beaucoup votre mentalité que vous avez développée, à laquelle vous croyez beaucoup. Ceux qui sont au-dessus de vous, là, les décideurs, là, sont quand même conscients que vous, là, c'est ça que vous prônez de plus en plus. Est-ce que tu sens que ça se rend de plus en plus haut puis que ça devient de plus en plus une évidence? Là? Toi, tu es le mieux placé pour comprendre ça. Là. Bien, je pense qu'on ressent de plus en plus qu'il y a un désir de décentraliser les soins médicaux. On donne toujours l'exemple des médecins de famille qui manquent un médecin de famille. Parce que historiquement, ici, on a mis énormément d'emphase sur que le médecin de famille, c'est le chef d'orchestre, puis il doit gérer toute la sphère de l'humain qu'il traite. Alors que de plus en plus, là, on va vers l'utilisation des autres professionnels, les infirmières praticiennes, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins spécialistes, etc. Je pense qu'il faut vraiment décentraliser les soins puis aller maximiser le potentiel de chaque professionnel qu'il y a dans le réseau. Il faut arrêter d'être un peu paternaliste et dogmatique puis dire le médecin, c'est le chef puis tout tourne autour du médecin. Je pense qu'il faut vraiment qu'on navigue vers une approche vraiment multidisciplinaire. Puis je le sens, oui, dans les hôpitaux qu'il y a ce désir-là. Nous, par exemple, à l'hôpital Sacré-Cœur, on implique énormément nos pharmaciens, on a des infirmières praticiennes. Vraiment, on va aller séparer la charge de travail à plusieurs. Puis ça donne des bien meilleurs résultats pour les patients. Beaucoup plus d'accessibilité aux soins aussi. C'est souvent ça que les gens ont besoin. Donc, il y a de l'espoir. Toi, tu vois de l'espoir. Là. Toi, tu es là à tous les jours. Là. Ouais. Je suis quelqu'un d'optimiste par nature. Oui. Oui, je vois de l'espoir, mais en même temps, il ne faut pas juste s'asseoir et espérer que les choses vont changer. Non, c'est ce que je pense dis, vraiment il faut faire il faut en parler comme vous faites avec ce podcast. Puis je pense qu'il faut sensibiliser les gens à la réalité de la proche aidance. Puis je pense qu'il y a une nouvelle génération qui s'installe au Québec. Puis j'espère que d'ici à ce que nous, on rentre dans cette catégorie d'âge où on aura nous-mêmes besoin de proches aidants, les choses auront changé un peu. Oui, parce qu'en plus, il y a d'autres statistiques qui sont vraiment incroyables. On est au monde la plus grande population d'une société vieillissante en même temps. Là. Il y a une gang là, qui vieillissent en même temps, là, puis là, le mur, il est là, le mur de béton, en plus, il est très gros, très haut, et on est en train de foncer dedans. Et ça, c'est un point tellement important. Nous, à l'intérieur du réseau, on appelle ça le tsunami. Okay. Pourquoi c'est un tsunami? C'est parce que, d'une part, on a démographiquement une des provinces les plus âgées en Amérique du Nord, et d'autre part, les avancées en médecine des 15 à 20 dernières années, si je regarde juste dans mon champ de pratique en cardio d'intervention, sont phénoménales. Ouais. On dit quasiment en niaisant, les gens n'ont plus le droit de mourir du cœur en 2022. En cancérologie aussi, c'est fou, les avancées. Là. On prolonge, pas juste en quantité, mais en qualité aussi de vie, on prolonge. Et c'est quelque chose qui est une réalité. Les gens ne meurent plus à 55 ans d'une crise cardiaque, merci, bonsoir. Les gens se rendent à 80 et plus, développent des démences, qui sont des maladies beaucoup plus lourdes sur le système de santé avec beaucoup plus de dépenses. Donc, l'effet du mur que tu as si bien imagé est définitivement présent et réel. Puis il faut tout de suite qu'on change la mentalité de comment on va faire face à ça. Exact. Puis il paraît qu'on est une génération qui n'est pas prête à ça. Puis ni le système, là. C'est quand même hallucinant de penser que le système n'est pas prêt à ça, là. Moi, je dis tout le temps aux gens, si vous pensez que maintenant, on a de la misère au niveau de l'accessibilité, quand la génération des baby boomers va tomber dans les décades où ils vont avoir de plus en plus de maladies, c'est là vraiment qu'on va faire face à un défi. Je vais appeler ça comme ça pour garder un petit peu d'espoir puis d'optimisme, mais parce qu'on met beaucoup d'argent dans le médical, mais on met pas beaucoup d'argent dans le social.
dans le communautaire. Puis c'est ça qu'on a besoin, là, de rentrer là-dedans, là, à pelleter. Là. On a besoin de ça. Le communautaire, tout ce qui est prévention aussi, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. En cardiovasculaire, par exemple, ça change tellement la donne de juste changer quelques petites habitudes de vie en amont avant de développer les médicaments, avant de développer les maladies puis de devenir dépendant des médicaments. Il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait intervenir pour un peu diminuer le défi qui s'en vient dans une dizaine d'années, je dirais. De la prévention. Mais là, c'est quand même extraordinaire. Il paraît qu'on est rendu que les médecins prescrivent des marches en forêt. C'est écrit sur la prescription, marche en forêt 3 fois par semaine. Tout à fait. Je l'ai prescrit pour avoir du plaisir à quelques-uns de mes patients. Puis ça fait toujours sourire, mais c'est tellement vrai. Puis nous, on le voit juste démographiquement. Moi, j'ai la chance de travailler dans les Laurentides aussi, donc on couvre le 6 des Laurentides. Puis juste d'aller faire des cliniques des fois à Sainte-Agathe, les gens qui vivent à Sainte-Agathe-des-Monts, qui ont des chalets là-bas, ils ont comme un rayonnement juste du fait qu'ils vivent dehors. Ça fait partie de leur quotidien. Ils vont prendre des marches, travaillent sur leur terrain, ils voient du verre. Ils ont vraiment un sourire beaucoup plus... Tu le vois, présent. ça, dans ta pratique de médecin. Là. Toutefois, tout à fait. C'est fort, Tout à fait, ouais. Ah, wow. Raja, merci tellement. C'est vraiment... je le savais que c'était bon. Avec toi, je le savais parce que tu sembles un médecin tellement exceptionnel, tellement près de ses patients. Tu es un humaniste. Vraiment, je trouve que tu es un bel exemple de médecin de cette génération-ci. Puis c'est rassurant de voir que tu n'es pas le seul, que vous êtes plusieurs à voir ça, à penser comme ça et à vouloir développer ça davantage. C'est très rassurant. Hey, merci Marina, puis merci plaisir. de m'offrir la tribune. Merci à tout le monde. C'était un grand plaisir. Merci infiniment d'avoir accepté. Elle soufflera ses 97 chandelles le 25 mars prochain. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens quand on la regarde. Mais c'est un honneur pour moi toujours de la retrouver avec tellement de plaisir. Jeannette Bertrand. Oui. Merci. Marina. Merci de faire ça pour nous. Je ne peux pas te refuser. Oui, je sais. Tu me dis ça à chaque fois. Puis on se tutoie, nous. Alors, on est à l'aise comme ça. Mais ma belle Jeannette, est-ce que ça te gêne quand on dit ton âge? Pas du tout. Pas du tout. C'est un exploit, ce rang-là. À partir de 90 ans, ça, Janine Souto m'avait dit ça, à partir de 90 ans, Janine avait 4 ans de plus vieux que moi, tu vas voir, là, tu commences à être dans le grand âge, puis tout se détériore, et elle avait raison. Oui. Mais ça dépend comment tu prends ça. Je me détériore, je m'assois, puis je me regarde me détériorer, ou bien je fais des choses pour moins y penser. Parce que là, je suis ici, j'ai plus mal dans le dos. Je sens pas mes mains. Tu sais, moi, je fais de l'arthrite dans les mains, dans les pieds, dans le dos, en tout cas. Oui, partout, en fait. Partout. Oui. Mais je suis ici, vivante. là, je suis vivante. Oui. Tu es dans la vie ici encore plus. Oui, tu es dans le métier que tu aimes faire, de communiquer. Dans ce temps-là, on n'a plus mal nulle part. On n'a plus mal nulle part. Il est prouvé que les acteurs qui entrent sur scène, par exemple, s'ils ont un gros mal de ventre, ben leur mal de ventre va passer le temps, puis il va reprendre après. C'est fou, c'est fou. Je me permets de le dire, je fais ma fraîche, mais hier, j'étais chez Jean Lapointe. J'étais avec Jean Lapointe hier, qui est rendu à 86 ans. J'étais avec son fils Jean-Marie, qui est aussi un ami. Puis il disait, dis-toi, Père, quand les caméras s'allument, là, puis il est quand même bien, là, Jean, là, puis il a passé à travers des affaires difficiles, mais il dit, c'est fou, quand le Kodak allume ou quand tu montes sur une scène, oui, exactement. c'est comme si, c'est comme ça, toi aussi. Tout à fait. Ouais. Alors, tu sais, c'est sûr que je suis plus enthousiaste, plus en forme devant le monde que tout seul chez nous. Oui, puis ça, c'est normal. Que tout seul chez nous, c'est ça. Oui. Parle-moi un petit peu, parce que tu as écrit un livre, Jeannette, c'est en 2016, si je me trompe là, « La vieillesse pour une vraie vieille ». Par une vraie vieille. Oui, parce que j'étais tannée. Je voulais surtout pas du terme « l'âge d'or ». Qui était dans la lancée, là, tu sais, de glorifier les vieux en les appelant l'âge d'or. Ouais, les vieux sont pas fous, là. C'est pas un âge d'or, non, t'es pas à ton meilleur, nécessairement. Non, t'es pas à ton meilleur, puis t'as mal partout. Puis alors, ceux qui, tu sais, c'est l'âge des grandes maladies, puis tout ça. Ouais. Alors non, c'est pas l'âge d'or. Et moi, je suis tannée aussi un peu des euphémismes, dire un mot gentil à la place de dire la vraie chose. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Moi, je suis une vieille.
Là, Ouais. si je ne suis pas, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis une vieille, mais c'est le fun de l'être. Qu'est-ce qui était important pour toi quand tu as décidé d'écrire ce livre-là? Parce que tu as entendu, tu es une vieille, comme tu le dis, toi, là. Bon, Qu'est-ce que tu voulais partager? Je veux partager parce que je suis allée rencontrer beaucoup de personnes âgées. Et puis, je trouvais qu'elles avaient peu d'estime d'elles-mêmes. Moi, je suis de la génération des femmes soumises. Et il y a beaucoup de femmes de mon âge qui sont dans la génération des femmes soumises, qui ont peur. Ils ont peur de tout. Moi, j'ai peur à peu près de tout, là aussi. Mais et on est de cette génération-là. Il faut nous prouver qu'on a le droit de vivre. Et c'est ça que je voulais leur montrer. Il y a du plaisir à être plus vieux. Moi, je suis allée en fin de semaine chez mes filles qui sont à la campagne. Écoute, j'ai été reçue comme une reine, là. Et moi, Faut le prendre. Il faut le prendre, ta place. Moi, c'est moi qui ai la chaise avec les bras. Les appuis-bras, là. Les appuis-bras, c'est moi le chef de la famille. Et je le dis, je suis le chef de la famille. Oui. C'est moi. Puis je le dis souvent. Ouais. Tu sais, puis c'est moi qui ai servi en premier. Puis le solilès, là, dans le poulet, là, c'est moi qui l'ai eu. Exactement. Mais toi, tu dis qu'en vieillissant, c'est clair que oui, après 65 ans, on peut avoir du plaisir. C'est pas un gâchis de vieillir. Oui, il y a des bobos, mais il y a plein d'amour. Mais il y a plein d'amour, puis il y a plein de petits plaisirs. C'est que les plaisirs... écoute, j'ai tellement de choses à dire que je suis sûre que moi, je me donne jusqu'à 100 ans, là, mais après ça... Là, pas plus que ça? Non. Bah, on verra. Là, à 100 ans, je recommence à une autre affaire. Bon, mais jusqu'à 100 ans, il me reste 3 ans. Alors là, je veux écrire. Là, j'ai un livre qui va sortir sur les autobiographies, mais j'en ai reçu 2000. Et puis, avec Laurent Turcot, l'historien. Alors, je voulais avoir un historien avec moi. Qui t'accompagne dans l'écriture de ce livre-là. Oui, c'est une grande conversation. Il sort en septembre. Mais je veux aussi, après, écrire un livre sur comment se rendre à 100 ans sans trop de tristesse, sans trop de démoralisation. Mais en même temps, quand on a jasé, toi et moi, on a jasé 2-3 fois là, cette semaine avant que tu viennes ici. Ouais. Puis tu disais, tu sais, c'est sûr, Marina, ça dépend dans quel état on est. Physiquement, là, on parle de vieillesse, toi, tu te considères chanceuse, et même simple. Monétairement aussi. Voilà. Tu sais, c'est Yvon Deschamps qui disait « Vaut mieux être jeune et en santé que pauvre et vieux ». Et c'est vrai. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir gagné ma vie toute ma vie. Je continue encore. Oui. Et puis d'avoir un petit peu d'argent pour me procurer des plaisirs. Faciliter la vie. C'est sûr que l'argent, ça facilite. Bon, oui, l'argent, ça facilite la vie. Oui. Bon, ça permet d'avoir une femme de ménage aux 2 semaines. Exactement. Et bon, c'est tout ça. Alors, je ne peux pas me comparer aux autres. Je peux me comparer à plus riches que moi. Il y en a beaucoup. Mais à plus pauvres aussi, il y en a aussi beaucoup. Ouais. Le plus grand problème, c'est la solitude des personnes âgées. Cette solitude-là, on a essayé beaucoup de faire en sorte qu'on va mettre tous les vieux ensemble, puis ils vont s'amuser ensemble, comme dans des garderies. Je suis pas pour ça. Non, puis toi, tu m'as même dit, tu sais, on est dans une société qui veut convaincre les gens âgés que c'est normal, puis qu'on devrait vouloir ça être placé. Ça devrait être normal, c'est ça. Ça devrait être normal, mais c'est pas... Non. Le sondage que j'ai fait faire, parlons-en. Et c'est moi qui a posé les questions, c'était Jasmin et Desmarais qui m'ont permis de faire ça. Et les réponses ont été 96% des personnes âgées de 65 ans et plus veulent rester chez eux. Pourquoi les gouvernements? Pourquoi M. Legault, que je connais, qui ne m'appelle pas, ou que je ne l'appelle pas, je ne sais pas qui appelle l'autre, pour dire que ça a-tu de l'allure, ça, ou bien si on construit d'autres maisons? Bien, c'est que là, on est rendu à un point, puis je ne sais pas si vous le savez, Jeannette, si tu le sais, mais on est au monde, le pays, où
il y a le plus grand taux de vieillissement d'une population en même temps. Là. En même temps, Au oui. monde. Tous les baby boomers, Oui, on parle de cette catégorie-là, de ce groupe-là. Au monde, en même temps. Oui. Le mur, là, il n'est pas là-bas. Le mur, il est à mi-chemin. Là, on est là. Oui, On va oui. foncer dans le mur. Il faut l'avoir, cette discussion-là, socialement, comme société. tout à là. fait. On parle des gens qui vieillissent. Et Ce qui que les veulent gens- rester chez eux. Ils veulent rester chez eux. Donc, Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? Ils veulent pas que ce soit leurs enfants qui prennent soin d'eux. Moi non plus. Toi non plus. Non. Oui, mais toi, tu as la C'est chance quand très- même, Jeannette, tu as un conjoint. J'ai un conjoint. En Quelle plus- chance. Oui, déjà, tu as un Quelle conjoint. chance. Tu as un J'ai conjoint qui est plus jeune qui que est toi. Plus jeune, quelle chance. Je suis une ultra chanceuse. Ouais. 96% veulent être autonomes, Oui. veulent pas que leurs enfants Non. s'occupent d'eux, veulent que leurs enfants soient heureux et veulent de l'aide à domicile. Et veulent de l'aide à domicile et veulent un petit montant de plus Un peu d'argent. pour avoir des petites sorties, être capable. Tu sais, on dit aux personnes âgées, aller au théâtre, tout ça, ça coûte des sous. Tu sais, il y a beaucoup qui sont juste dans l'argent. Absolument. Et qui n'ont pas... Juste ils dormir veulent- tranquille. Ils veulent... Surtout, moi, ce qui m'a jeté par terre, c'est que, parce que je suis pareille, là, c'est qu'on se dit, nos enfants, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux. Toutes ont répondu ça. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux, puis ils ne seront pas heureux pour prendre soin de maman. Mais moi, je veux parler de la proche aidance que toi, tu as, parce que Donald, ton Oui, conjoint... c'est mon prochain aidant, Oui. qu'il ne savait pas. En s'en venant tantôt en auto, Tu en as il est venu me parlé. reconduire. J'ai dit, est-ce que tu te considères comme mon prochain aidant? Il me dit, ah, c'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, quand je pense à toi, je me dis, un jour, elle va... Lui, il ne sait pas que je suis vieille. Il ne sait pas. Il ne l'a jamais su. Vraiment, il sait. Oui. Mais il n'a jamais senti que j'étais vieille. Tu sais, Ça, il me c'est dit- quand même extraordinaire. Ouais. hein. Mais il ne te voit pas comme ça, toi. Il se dit, si moi je tombe malade, tu vas prendre soin Ah de moi. oui, ben oui. Il Alors, réalise soin- pas que toi, il t'as réalise 80 pas. tu vas avoir non, 97 non, ans. J'ai dit, il y a plus de chances que tu prennes soin de moi que déjà tu prends soin. Bon, par exemple, tous les jours, parce que l'aider, elle peut se tanner aussi d'être... Moi, là, tous les jours, je ne suis pas capable de me boutonner. Il me met mes boucles d'oreilles. J'ai plus de sensations dans le bout des doigts, puis dans le bout des orteils. Alors, j'ai plus... Tu sais, je me touche, là, puis Ouais, tu sais, ouais. j'ai plus de sensations. Alors, pas capable de mettre des boucles d'oreilles, pas capable de me boutonner. Alors, Donald, veux-tu lancer mes souliers? Veux-tu mettre mes bas? Pas capable de mettre mes bas. Alors, tu sais, à un moment donné... On a parlé hier, toi et moi, tu m'as dit, je suis tannée d'y demander. Je suis tannée d'y demander des affaires. Puis j'ai dit, je suis tannée de te demander des affaires, tu sais. Mais il me dit, mais toi, tout ce que tu m'apportes... Oh, Mais ça, c'est extraordinaire, mais Jeannette. oui. Oh, je suis bien chanceuse. Là. C'est Oui. pour ça que c'est difficile pour moi de dire un prochain aidant doit être comme ça. Tu sais, il y a des couples qui ne se sont pas entendus puis qui sont pognés à être le prochain aidant de la femme ou du gars avec qui tu n'as pas eu une belle relation. Et il Ouais, ne ouais, il y faut a pas mettre toutes tout le sortes de monde dans le même relations, panier. ben, Là. tellement. Mais c'est sûr que ce que veut la majorité des gens, c'est de rester dans leurs affaires. Tu sais, un déménagement à mon âge, là, c'est très grave. C'est comme la perte de quelqu'un. Déménager, oui. c'est très, très difficile. Plus je vieillis, plus j'aime ça. Puis moi, je ne suis pas une femme de maison du tout. Mais tes Plus habitudes. mes vieilles habitudes. Tu sais, Tes rituels, J'ai mon fauteuil. C'est bon. Tu sais, c'est... Et il y a aussi que tout le monde n'est pas fait pour être proche aidant. Il faut que déjà, que tu aimes le monde, que tu aimes la personne que tu vas, que ça doit être très difficile d'être proche aidant par devoir. Comme c'est difficile de rester avec un mari par devoir ou rester avec une femme par Ouais. devoir. Il faut qu'il y ait un peu d'amour dans tout ça, là, tu sais. Ouais. Puis qu'à un moment donné, l'aider fasse un plaisir quelconque à l'aidant. Comme, qu'est-ce que ça veut Mais dire, ça, pour toi? bon, à cause de la COVID, on n'est pas allé chaque été, chaque hiver, on va à la Martinique. Là, on n'est pas allé parce que j'avais trop peur d'attraper la COVID. Là que ça va beaucoup mieux, alors je sais que ça y fait un gros plaisir d'aller là. Alors, en fin de semaine, je dis, on va téléphoner à nos amis de là-bas, puis on va leur demander s'il y a encore beaucoup de danger. Puis on va y aller. Alors, c'est du trouble pour moi
de toute m'en aller. Oui, c'est pas puis simple déménager. là, pour toi. C'est pas simple. C'est pas te simple. mobiliser, Mais alors, je te lui fais déplacer. plaisir. Tu sais, alors, il faut que l'aidant ne fasse pas que recevoir. Oui, puis il y a différentes façons de donner en retour. Parce que des fois, tu peux oui. être dans une chaise roulante. Des fois, clouée. c'est juste... Tu voudrais bien en faire une tarte aux pommes, mais physiquement, tu peux pas. Là. Tu peux pas, c'est ça. Il y a d'autres façons. Mais il y a des mots, il y a des merci, il y a t'as raison. Tu sais, il y a des façons de faire pour remercier. Parce que si elle sent que... La personne, c'est pas des saints, les proches aidants, là. Si le proche aidant sent que l'autre n'apprécie pas, prend ça pour acquis, bien, il va se tanner, là. Il va se tanner, puis il va tourner les coins ronds. Je reviens, Jeannette, à hier avec Jean Lapointe, puis sa femme qui était là, Mercedes, sa femme des 20 dernières années, qui est dessus, puis qui est le même âge que lui. Là. Oui. Même âge que lui. C'est sa proche aidante, parce que lui, il était comme un peu limité. C'était tellement beau juste de les voir ensemble. J'étais dans leur maison, là. Merci, mon amour. Est-ce que tu me donnerais mes lunettes? Tiens, chérie, tes lunettes. Je te remercie tellement. On est comme... Elle est tellement bonne comme pour ça. moi. Oui, Elle prend tellement ça, soin. exactement. Juste ça. Mais juste des mais mots. De la gentillesse. Juste des mots. Ouais. Juste ça. Sentir. Il ne faut pas que le proche aidant se sente pris pour acquis. Ah, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça, ce que j'ai fait. Vous parliez tantôt de M. Legault. Si demain matin, moi, je vous donne, là, vous êtes une décideuse, là, vous êtes un décideur, vous avez le pouvoir entre vos mains. Là. Si on pense à la proche aidance, ça serait quoi votre plan d'action? Si je vous disais, là, donnez-moi donc 3 points. Là. Bon, premièrement, je ferais ça. Oui, OK. Moi, je verrais à transformer les résidences, non pas je ferais ce qu'ils font au Danemark, en Suède. J'ai une amie suédoise c'est extraordinaire. Il n'y a pas, en Suède et en Norvège, il n'y a pas un édifice qui se construit avec des logements sans qu'il y ait un quota de personnes âgées, un quota de familles nombreuses. Tout est mêlé. Et on demande à tout le monde... Multigénérationnel, là. C'est ça la thématique. Oui. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est ça. Il est prouvé ici qu'il y a quelques résidences pour personnes âgées qui ont des garderies et que les gens s'épanouissent juste à voir. Parce que c'est pas vrai. J'ai un médecin qui travaille dans une résidence qui m'a dit c'est pas vrai que les enfants viennent voir les parents. Il y en a très peu. Il y en a très peu. La vérité, c'est que maman est placée, papa est placé, ils sont bien heureux, c'est très beau, on paye cher, c'est très cher. Alors, on ne peut plus demander rien. Là. Ils sont heureux. On le sait qu'ils sont heureux, puis ils sont bien mieux d'être heureux. Et ils sont bien mieux d'être heureux, exactement. Alors, ces choses, c'est à explorer. C'est juste une loi qui fait qu'il y a des quotas. OK. Mettons ça. Ça, c'est une très bonne idée. OK. Et puis, les soins à domicile. Les soins à domicile, c'est pas toujours la garde-malade diplômée, ça se dit plus, ça monte bien mon temps, ce garde-malade. Infirmière diplômée qui va venir, ça peut être quelqu'un d'autre qui sait donner des piqûres, par exemple. Tu sais, qui est qualifié, là. Qualifié pour donner des piqûres ou qualifié pour aller remonter le moral de Madame Untel ou de Monsieur Untel qui a le moral complètement à terre. Ouais. Qu'est-ce qui ferait plaisir? Bon, la zoothérapie, c'est extraordinaire. C'est prouvé. J'ai un ami là, qui a des malheurs. Eh bien, il a un chien. Toute sa vie a changé. C'est un homme qui vit seul. Sa vie a changé à cause du chien. Tu sais, il y a toutes sortes de moyens qui ne coûtent pas si cher, finalement. C'est de faire des partenariats. Tu peux faire des partenariats avec des garderies. Il y a aussi, par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup de grosses maisons dont les femmes ont hérité et elles invitent, j'ai une connaissance qui a envoyé sa fille dans une belle maison. Elle paye une chambre et le samedi, la madame reçoit un 4-7, la vieille madame, ça paye sa maison, ça y fait de la compagnie, elle s'occupe s'il y a un a de la peine. Ça, c'est pas dans nos mœurs, ça.
C'est pas dans nos mœurs, nous aussi, d'avoir 4 couples qui disent, nous autres, on va s'acheter un petit duplex, puis on va vivre un quadruplex, puis on va vivre ensemble. Ça, il y en a qui le font. Oui, moi, on a parlé avec des amis, nous autres. Mais il y a de nouvelles façons. Moi, j'en suis pas contre les résidences. J'en suis que c'est le seul chose qu'on nous propose. On nous propose ça qu'on nous impose. À la maison. Qu'on nous impose, la publicité est tellement forte. Là, alors, il faut qu'il y ait d'autres propositions. Il y en a qui coûtent cher, OK. Il y en a qui coûtent pas cher, OK. En tout cas, il devrait en avoir qui coûtent moins cher. Qui coûtent moins pour cher. que tout le monde vive un peu dans le même genre de vie, exactement. le même genre de Mais vieillesse. on a cette mentalité aussi que les vieux ne sont pas capables de rien. Ce qui est complètement faux. Dans les campagnes, partout au monde, il y a des femmes de 80 qui voient aux poules, qui font leur potager chaque année, puis c'est pas des héros, c'est des gens, mais qui sont de bonne humeur parce qu'ils ont produit quelque chose. Ils vivent. Ils ont fait quelque chose. Faire quelque chose, c'est important. Absolument. Et non pas juste recevoir. Moi, il faut que de temps en temps, je fasse des biscuits à Donald. Les biscuits de Donald, ils les aiment. Ben, tu sais, je les fais avec lui, là, parce que je ne suis pas capable de brasser. Oui, mais juste de le faire. Je dis, OK, on fait tes biscuits. Alors, tu sais, il faut que nous, qui avons 90 ans, 80, on donne en retour à l'aidant. Ça, c'est un discours que tu n'entends pas souvent. Tu n'entends que l'aidant qui donne. Mais il faut que l'aidé remettre en quelque chose d'autre. Absolument. Jeannette, c'est toujours un plaisir. On pourrait continuer de même, mais il faut arrêter. Parce qu'on a d'autres invités, mais... Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je m'en vais pas. Ah ben oui. Je vais dire, on continue. En tout cas, on se donne-tu rendez-vous dans 3 ans? OK, 100 ans, là, avec le prochain livre, les 2 prochains livres. Ça serait vraiment un honneur. C'est toujours tellement un cadeau de vous avoir, Jeannette, avec nous autres. Vraiment. Merci pour tout. Merci infiniment. Ben, c'est ici que prend fin le 8e et dernier épisode de cette 2e saison du balado des proches aidants. Je tiens à remercier mes précieux invités d'aujourd'hui. Un beau groupe, vraiment. Une belle brochette, comme on dit. Annick Larose, Jean-Sébastien Girard, Jeannette Bertrand et le docteur Raja Atem. Je vous dis merci à vous 4 d'avoir permis d'entendre vos réflexions, de nous avoir permis aussi de mieux comprendre votre rôle de proche aidant, de la vieillesse d'une vieille. Jeannette, je te fais un clin d'œil. Et du regard d'un médecin spécialiste aussi, avec ses propres préoccupations face à ses patients, sa préoccupation face aux soins de santé, le présent, oui, mais le futur aussi, de ce que lui souhaite offrir à ses patients. J'espère que tous ces témoignages-là, en fait, tout au long de cette 2e saison, a su vous informer, évidemment, vous rassurer, vous inspirer, et que certains sujets aussi se sont rendus en haut là, chez nos décideurs, que ça a pu leur toucher le cœur et vouloir faire des changements. Je pense que cette discussion-là, on le dira jamais assez, doit avoir lieu au niveau de la proche aidance. C'est le futur et on doit s'asseoir puis faire des choix comme société. Et donc, tous ensemble, je pense qu'on peut faire une grande, grande différence. Je tiens personnellement à remercier toute l'équipe de l'appui avec qui je fais ce balado-là, à la recherche, la production. C'est tellement une super équipe qui vraiment font ça part du cœur, là, c'est assez clair. Et merci à tous les invités de cette 2e saison. Vous avez été nombreux et précieux à venir partager votre vécu avec nous. Vous nous avez vraiment ouvert le cœur de votre vie, les tiroirs de votre vie, et ça, c'est très apprécié. N'oubliez pas, ultimement, ce balado-là sert à ça. N'oubliez pas qu'il y a de nombreux services qui sont là, qui existent pour vous. Je pense que des fois, on ne le sait pas. On peut se faire accompagner, on doit se faire accompagner dans notre rôle de proche aidant. Il y a la ligne d'écoute, quelques suggestions, info aidant, 1-855-852-7784. On peut écrire aussi via le courriel qui est info-aidant@l'appui.org. Si vous voulez en savoir davantage sur la proche aidance, visitez le site l'appui.org. Il y a bien des affaires là que vous pouvez trouver. Et vous pourriez aussi, par le fait même, vous abonner à l'infolettre, où là, il y a des conseils. C'est à chaque mois. Il y a d'autres beaux témoignages aussi qui sont très, très inspirants. J'ai aussi le plaisir, mon punch de la journée, de vous annoncer qu'on sera là pour une 3e saison avec le balado des proches aidants. Et ça, j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment un bonheur. Alors, je vous dis merci déjà d'avoir été parmi nous. Merci de votre fidélité au rendez-vous. Et comme d'habitude, prenez aussi soin de vous. Ici Marina. À très bientôt.